Dans notre microcosme politico-médiatique, les polémiques vont et viennent, suscitent les controverses, puis sont très vite démodées. Il y a quelques jours, c'est-à-dire une éternité, l'acteur Omar Sy suscitait mille indignations surjouées parce qu'il s'était interrogé sur l'indifférence d'une partie de ses compatriotes français au sujet des guerres en Afrique. Une indifférence pourtant réelle et qui profite bien aux politiques qui n'ont pas à faire trop d'efforts pour fabriquer le consentement de l'opinion publique au moment de s'engager en guerre, au Sahel par exemple, en multipliant les fake news et les narratifs mythologiques. Une indifférence qui permet de faire admettre l'échec en race campagne que l'on observe aujourd'hui en procédant par un tour de passe-passe. En gros, on a tout bien fait, mais les trolls russes font croire des bobards à nos Africains. C'est contre cette indifférence qui entrave la délibération démocratique sur les engagements de son pays en Afrique que mon confrère Rémi Carayol entend se battre en publiant ce livre aux éditions La Découverte. Le Mirage sahélien, sous-titré « La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ». Rémi Carayol est un des animateurs du site d'information spécialisé Afrique 21 et il collabore régulièrement à Mediapart, au Monde diplomatique et à Orient 21. Bonjour Rémi, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien. Je voudrais qu'on commence par regarder une image qui est vieille de presque 10 ans maintenant. C'était en février 2013 à Bamako. François Hollande, après avoir lancé l'opération Serval, visant à contrer l'avancée des djihadistes au Mali, faisait une visite éclair au Mali justement et se laissait aller à l'euphorie. Moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage. Merci, peuple malien. Vive le Mali, vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France. Merci. Rémi, il ne reste presque plus rien de cette atmosphère survoltée de fraternisation franco-malienne et d'exaltation française, il faut bien dire les mots. La sensation d'incarner le combat du bien contre le mal, main dans la main, par-delà les blessures de l'histoire coloniale, c'est bien affadi. Et dans ton livre, tu nous expliques que dès la jeunesse de cette guerre de la France au Sahel, il y avait des motifs d'entrée en guerre déjà bien arrangés. Le spectre d'une prise de Bamako par l'État islamique, par les djihadistes, était peut-être une vue de l'esprit. En tout cas, un arrangement avec la réalité du terrain. Il est vrai que les groupes djihadistes, à ce moment-là, début 2013, occupent une grande partie du nord du Mali. Il est vrai aussi qu'ils ont commencé à descendre un peu vers le centre du Mali, en l'occurrence vers les villes de Mopti-Sévaré, qui représentent un nœud stratégique assez important. Mais rien ne démontre qu'ils visaient la capitale Bamako. Or, c'est le discours qui a été servi par les autorités françaises à l'époque, qui leur permettait de légitimer, non pas au niveau de la communauté internationale, puisque la légitimation de cette entrée en guerre était liée à la demande du président par intérim malien de l'époque, mais de la légitimer au niveau de l'opinion publique française. En fait, il fallait bien expliquer pourquoi on envoyait des milliers d'hommes se battre dans ce pays, et on l'a expliqué par cette fameuse descente sur Bamako des djihadistes, alors qu'aucun élément ne démontre que les djihadistes visaient la capitale malienne. Et ça, je ne suis pas le premier à l'écrire. Dès 2014, Jean-Christophe Notin, qui est un essayiste qui a ses entrées dans le ministère des Armées et au niveau des services de renseignement, l'écrivait noir sur blanc. Pourquoi justement il fallait parler justement de cette descente sur Bamako pour marquer les esprits? Parce que Bamako, c'est peut-être la seule ville que les Français connaissent du Mali. Pourquoi? Est-ce que c'était justement pour forcer la main à l'opinion publique? En tout cas, pour quelque part pour faire peur, pour dire attention, le Mali risque de devenir un État terroriste aux mains des djihadistes. Et puis à cette époque, on avance aussi le chiffre, les autorités françaises avancent le chiffre de 6 000 ressortissants français qui vivent à Bamako. Donc ça veut dire que potentiellement beaucoup de Français ont
une connaissance qui vit à Bamako, et ça, évidemment, ça joue sur les peurs. Donc, l'idée, c'est de dire, cette guerre, elle est indiscutable, elle est vitale pour le Mali, mais quelque part pour nous aussi, Français. Alors une autre ambiguïté de départ qui finira par tout pourrir dans la relation entre Paris et Bamako, ce sont les liaisons troubles avec le mouvement séparatiste Touareg, appelé MNLA. En gros, c'est comme si en 1945, nos alliés américains ou russes soutenaient à la fois l'État français et, disons, les séparatistes corses ou basques. C'est pas très pratique. C'est même très compliqué, et d'ailleurs il y a eu des débats au sein des dirigeants français, parce que pour le coup la diplomatie disait attention, le MNLA pour les autorités à Bamako c'est un mouvement terroriste. C'est-à-dire que pour nous, pour les responsables français, les terroristes c'était les groupes djihadistes, mais pour Bamako le principal ennemi qualifié de terroriste c'était le MNLA. Alors pourquoi la France s'allie avec le MNLA? Il y a tout un tas de raisons. Les militaires estiment qu'ils en ont besoin, et ça peut se comprendre, pour traquer les groupes djihadistes. Donc ils ont repris le contrôle des principales villes du Nord, mais les djihadistes se terrent dans des sanctuaires, dans le désert, et donc ils ont besoin de gens qui connaissent le terrain. Effectivement, les combattants Touareg du MNLA connaissent très bien le terrain. Ils en ont besoin aussi pour essayer de retrouver les otages français, parce qu'à l'époque, il y a un certain nombre de Français qui sont détenus en otage par les groupes djihadistes. Mais il y a aussi une explication un peu plus ancienne, qui remonte à la colonisation. Dans l'imaginaire de l'armée, les Touaregs sont des combattants, des guerriers nobles, qu'ils ont combattus au moment de la colonisation, mais qui ensuite ont été un peu leurs alliés, et ils ont tendance à penser qu'ils peuvent encore en faire leurs alliés. C'était une erreur d'analyse parce que entre la colonisation et 2013, il s'est passé plus d'un siècle. Les choses ont évolué, ce que certains militaires n'arrivent pas à comprendre, que les choses peuvent évoluer sur le continent africain. Et ces groupes Touareg, le MNLA, mais d'autres groupes avec lesquels ils se sont alliés, ont un agenda qui leur est propre, en fait, et qui n'entre pas toujours qui n'est pas toujours sur la même ligne que celui de l'armée française ou des autorités maliennes. Et donc, ils ont notamment certains d'entre eux une sorte d'ambivalence vis-à-vis des djihadistes. De toute façon, il y a des liens. Il y a une grande porosité entre tous ces groupes armés qui sont qualifiés de plus ou moins républicains, qui ont signé les accords de paix d'Alger, qui ont été signés en 2015, donc qui sont entrés dans le jeu des discussions politiques, et les groupes djihadistes, qui eux sont considérés comme infréquentables et avec lesquels on ne peut pas discuter. Et en fait, il faut savoir que ce sont des familles qui sont parfois séparées, enfin même pas séparées, ce sont des frères qui combattent et l'un dans un groupe armé acceptable et l'autre dans un groupe armé inacceptable. Donc en fait, les liens sont très très étroits, et ça, pour le coup, les militaires français ont fini par le comprendre assez rapidement, parce qu'ils ont vu que parfois, lorsqu'ils arrêtaient des éléments de groupes djihadistes, eux, ils étaient liés plus ou moins à certains des groupes armés avec lesquels ils combattaient sur le terrain. Est-ce que c'est pas justement cet état de fait qui a pu alimenter le sentiment à Bamako que les Français soutenaient les terroristes, étant donné que finalement cette porosité est pleine d'ambiguïté? Alors sur le moment, on l'a pas trop perçu, mais en fait, très rapidement, un certain nombre de Maliens, alors que, tu l'as rappelé tout à l'heure, au début, il y a une espèce d'unanimisme de façade, mais il y a un unanimisme pour dire merci les Français. On a les drapeaux français qui sont brandis par tous ces Maliens. Mais en fait, très rapidement, au bout d'un mois, l'armée française reprend le contrôle de la ville de Kidal, qui est le fief des indépendantistes Touareg. Et alors que lorsqu'elle avait repris les villes de Tombouctou et de Gao, elle avait laissé l'armée malienne pénétrer dans ces villes, elle a dit « vous n'entrez pas dans Kidal ». Et là, déjà, un certain nombre de Maliens se sont dit quand même, il y a un problème là. Kidal, c'est le Mali. Pourquoi l'armée malienne ne peut pas y pénétrer? Et ça, c'est resté. Ça n'a pas été trop critiqué sur le moment. Mais aujourd'hui, en fait, ça ressort. Et lorsque le Premier ministre malien, Choguel Maïga, accuse l'année dernière la France d'être complice des terroristes, il pense avant tout au MNLA. C'est-à-dire aux indépendantistes Touareg, plus qu'aux djihadistes. Et il repense à cet épisode de Kidal, en fait. Alors,
en toile de fond, tu parles d'une vision ethniciste et racialiste qui est très présente dans l'armée. Bon, l'armée française, ce ne sont pas des progressistes bravaches et qui peut justement, qui a pu aggraver la situation, les incompréhensions et les erreurs. Qui a abouti à des erreurs d'analyse, effectivement. Alors, attention, quand on parle de l'armée, pour le coup, ce prisme colonial, il est très présent chez les officiers. Ceux qui ont fait les grandes écoles, ceux qui sont souvent issus de familles militaires. Et donc, eux, ils ont un imaginaire qui est hérité de la colonisation. Ils ont, les grands officiers qui leur servent d'exemple sont ceux qui ont mené la conquête coloniale. Ils ont tous lu des romans ou même des journaux qui racontent cette aventure formidable qu'est la conquête coloniale. Et lorsqu'ils reviennent sur le terrain au Mali, ils ont l'impression de revivre un peu ces aventures-là. Et ils l'écrivent, certains, dans des livres, de manière, on va dire, qu'on pourrait qualifier de naïve, en fait, sans se rendre compte qu'il y a quand même, d'un point de vue extérieur, c'est un souci que de se revendiquer de la colonisation, alors que l'on sait que la conquête coloniale a été source de massacres, et que encore dans les esprits des anciens peuples conquis, c'est encore très présent aujourd'hui. Comme eux, ils ont une mémoire glorieuse de la colonisation, ceux qui ont été colonisés ont une mémoire douloureuse de la colonisation. Il y a également des fantasmes ou alors des angoisses au sujet d'une France qui voudrait finalement ressusciter un vieux rêve colonial, créer une sorte d'États-Unis du Sahara, et donc qui, pour cela, serait bien contente finalement que des bouts du Mali, du Niger et pourquoi pas de l'Algérie s'autonomisent. Alors tu évoques ce vieux projet en disant qu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de considérer qu'il peut être remis à l'ordre du jour, mais ça participe de la défiance. Tout à fait. En fait, effectivement, c'est le projet de l'OCRS qui avait été imaginé au moment où les indépendances semblaient inéluctables. La France avait envisagé de garder en fait les territoires, tous les confins du Sahara, les confins algériens, maliens, mauritaniens, parce qu'il y avait un intérêt pour faire des essais nucléaires, parce qu'on savait qu'il y avait de l'uranium, des choses comme ça. Ça a été vite abandonné parce que les Algériens n'en voulaient pas, parce que Modibo Keïta, le président du Mali, n'en voulait pas, et qu'ils n'ont pas réussi à le garder. Ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui des autorités maliennes, mais par contre... Françaises, pardon. Mais par contre, ce vieux projet de l'OCRS est ressorti dans l'imaginaire, pour le coup, d'un certain nombre de personnes au Mali, notamment, et, où ils ont dit, vous voyez, ils veulent refaire comme en 1960, quand ils ont voulu créer l'OCRS. Et en fait, ça illustre le fait que cette opération militaire, de toute manière, était vouée à une impasse parce que les dirigeants français ont oublié qu'ils envoyaient l'armée se battre dans une ancienne colonie et que cette histoire-là n'est pas digérée. On le sait bien, elle n'est pas digérée en France, mais elle n'est pas digérée dans ces pays-là non plus. Et que tout ça, au bout d'un moment, ça ne pouvait que ressortir. Et d'ailleurs, François Hollande avait été alerté avant même de déclencher l'opération Serval, puisqu'évidemment, quand Serval est déclenché, tous les plans sont déjà là, les militaires ont déjà réfléchi. Mais les diplomates, notamment, ou certains conseillers, lui disent « attention quand même ». Attention, on est dans une ancienne colonie, qui plus est le Mali, qui est un pays où le patriotisme est quand même assez développé, où on a une méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle la France-Afrique à ce moment-là. Et on dit, attention, on ne sera pas forcément bien perçu. Ils ont été plutôt bien accueillis au début, mais très rapidement, cet accueil s'est effiloché. Et puis, d'une certaine manière, tu évoques aussi des sortes de manipulations ethnicistes de l'armée française qui considère que c'est acceptable d'opposer dans un pays étranger des ethnies, de jouer l'une contre l'autre, etc. Donc la vieille méthode coloniale. Mais dès lors qu'on considère qu'on va porter secours à un pays ami, on ne peut pas venir s'y installer, prendre ses aises au point de s'installer en acteur politique local et d'aviver, de raviver les querelles nationales. Oui, il y a un... En plus, en utilisant le feu de l'ethnicité, dont on sait qu'il était mortel, qu'il a créé un génocide au Rwanda.
Alors, c'est pas les militaires français qui ont, on va dire, qui ont mis de l'huile sur le feu, mais par contre, ils ont employé des stratégies qui ont joué un rôle dans le déséquilibre de zones qui étaient déjà très fragiles. Et je vais donner un exemple qui, à mon sens, illustre ces erreurs, et c'est l'une des principales erreurs, à mon avis, stratégiques de l'armée française. En 2017, les officiers qui dirigent l'opération Barkhane à ce moment-là décident de coopérer sur le terrain avec 2 groupes armés signataires des accords d'Alger, donc les groupes armés respectables, que sont le MSA et le Datia, qui sont des groupes fondés sur une base communautaire. Le MSA recrute essentiellement chez les Daoussat, qui sont, pour simplifier, une tribu touareg, et le Datia est fondé essentiellement d'Imrad, qui sont une autre tribu touareg. Pourquoi ils font ça ? Eh bien parce que ils disent, sous la colonisation, ça a marché. On a utilisé des communautés contre d'autres communautés pour réduire les résistances, pour briser les résistances. Eh bien, ils font pareil dans la région des 3 frontières, c'est-à-dire à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils s'allient avec ces 2 groupes armés pour combattre les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. Sauf que ces groupes armés ont un agenda qui leur est propre et ont une histoire aussi. Et dans cette région, il y a une histoire de conflit assez ancienne entre les Daoussat, les Imrad d'un côté et les Peuls de l'autre. Et au moment même où l'armée coopère sur le terrain avec eux, leur donne des renseignements, ces groupes mènent des exactions, mènent des représailles contre des civils Peuls. Donc, je parle moi d'alliance coupable. L'armée française, j'ai pas recueilli de témoignages m'indiquant que l'armée française a participé à ces massacres. Par contre, en soutenant ces groupes armés, elle leur a permis de gagner en puissance et quelque part, elle a été complice de ces massacres. Quelque part, ça nous fait penser, toute proportion gardée, et puis toutes choses étant égales par ailleurs, aux États-Unis, en Irak, et finalement aux dissensions entre chiites et sunnites, entre les différentes communautés qui ont été exacerbées par l'agenda américain sur place. Alors, pour moi, cette comparaison, comme tu le dis, j'essaye d'éviter les comparaisons. On a aussi beaucoup parlé de l'Afghanistan pour dire que le Mali c'était pareil. Chaque finalement contexte est assez différent. Par contre, tout cela relève, à mon avis, d'un même problème, c'est-à-dire que ce soit les États-Unis lorsqu'ils arrivent au Moyen-Orient, ou que ce soit la France lorsqu'elle vient se battre au Sahel, ils ont l'impression de connaître la situation et de pouvoir maîtriser les effets de leur intervention. Alors que absolument pas. Ils ne connaissent pas bien la situation. Ils maîtrisent absolument pas les conséquences de leur intervention militaire. Et les jeux des acteurs. Oui, et puis tout cela est très mouvant, c'est très compliqué, et que ça soit dans l'armée française ou dans la diplomatie française, on n'a plus les moyens de comprendre ces sociétés-là. Et pourtant, de nombreux chercheurs indépendants les ont alertés depuis plusieurs années. Dès 2015, des chercheurs disent attention, là, vous allez droit au mur. Mais ils n'ont pas été entendus ni par les responsables militaires, ni surtout par les responsables politiques. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ton livre. Tu remets en cause le narratif sur les chefs djihadistes qui seraient aussi, et peut-être surtout, des trafiquants de drogue et de cigarettes. Un narratif poussé par les services secrets français qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui est très pratique parce qu'il permet de ne pas parler des défauts des gentils d'une classe politique alliée de Paris et en grande partie elle-même narco-criminalisée, si on peut dire. Ah oui, si en matière de narcotrafic, et il est vrai que le Mali joue un rôle assez important dans le narcotrafic depuis quelques années. En matière de narcotrafic, c'est tout le pays qui est baigné dans ces trafics-là. Et les autorités maliennes, avant l'intervention française et après l'intervention française, parmi les responsables maliens, il y a un certain nombre de personnes qui trempent dans ces trafics. Parmi les amis de la France. Ah, tout à fait, bien sûr. Et la France ferme les yeux, comme les autres pays de la communauté internationale. Ce sur quoi moi je voulais mettre l'accent, c'est que pendant des années, on nous a vendu le mythe du narco-djihadiste. C'est-à-dire qu'un djihadiste qui, en fait d'être, de se battre pour un projet politique, ce qui est quelque part une chose noble, ce sont juste des hommes qui veulent faire de l'argent en prenant le contrôle des routes pour mener leur trafic de drogue ou de cigarettes. Or, tous ceux qui connaissent bien cette zone disent que ce n'est pas le cas. Oui, à un certain moment,
ils ont coopéré avec les narcotrafiquants parce qu'ils avaient des armes, ils contrôlaient les routes, ils proposaient une sorte de service de sécurisation. Mais en aucun cas, ils ont été les moteurs de ces trafics pour une simple raison. Hein. Et ça, ceux qui connaissent bien le terrain le rappellent, ce sont des gens qui donnent leur vie pour leur combat. Alors on peut penser ce qu'on veut de leur combat, mais ils donnent leur vie pour ce combat. Pas pour faire de l'argent. S'ils voulaient faire de l'argent, c'est autre chose qu'ils auraient fait. Et pour eux, c'est haram, la drogue ou les cigarettes. C'est péché, quoi. Tout à fait. C'est même impardonnable. Alors, certains ont effectivement trempé dans ce genre de trafic pour des raisons, je veux dire, stratégiques, en fait. Il fallait, à un moment donné, ils étaient faibles, il fallait qu'ils se fassent de l'argent. Mais c'était un moyen comme un autre. Alors que les groupes armés non djihadistes avec lesquels la France a combattu sur le terrain pendant quelques années, il était prouvé, y compris dans des rapports onusiens, qu'eux-mêmes jouaient un rôle majeur dans ces trafics. Donc c'est aussi très intéressant pour montrer comment la guerre n'apprécie pas les nuances et comment il faut dépeindre son adversaire en le transformant en monstre et transformer ses amis en héros. Alors, effectivement, on peut soutenir le combat contre le terrorisme international, contre le djihadisme, mais finalement, on n'arrive même plus à regarder telles qu'ils sont les personnes avec qui on travaille, avec qui on collabore, ceux qui sont nos alliés. Oui, en tout cas, on ferme les yeux, ça c'est sûr. Et de même qu'on ferme les yeux sur les évolutions du terrain. Parce que certes, lorsque l'armée française intervient en 2013, on peut effectivement qualifier les groupes qui djihadistes de terroristes parce qu'ils mènent des actions d'ordre terroriste et parce que ce sont pour la plupart des étrangers qui sont venus enlever des otages ou mener des attentats. Mais en fait, au fil des années, ça a évolué. Ils ont recruté dans les populations locales, parfois par la force, mais aussi parfois par la persuasion, par la séduction, en leur disant nous on va changer les choses, en jouant sur les frustrations, la colère des Maliens, mais aussi des Burkinabés ou des Nigériens contre un État que beaucoup estiment, sinon absent, au pire prédateur. Et donc, la nature de l'ennemi a évolué au fil des ans. Et ça, les autorités françaises n'ont pas voulu le voir, en dépit du fait que de nombreuses personnes leur disaient, y compris des militaires. Moi, j'ai discuté avec des officiers qui admettaient assez rapidement, finalement, que c'était un peu plus compliqué que ça, l'ennemi auquel ils avaient affaire. Tu évoques aussi la figure du soldat djihadiste de base, et le moins qu'on puisse dire est que les motivations sont souvent très prosaïques. Tout à fait. Et ça, c'est plusieurs études qui le démontrent. Moi-même, j'en ai rencontré des djihadistes repentis, mais il y a énormément d'études qui démontrent que les principales raisons qui poussent les jeunes en général, mais pas que, et des femmes aussi, à rejoindre les groupes djihadistes sont des raisons d'ordre économique. Il y a pas de travail et c'est un moyen de gagner de l'argent, d'ordre social, c'est-à-dire que on estime que c'est un moyen de renverser la table quelque part et de remettre en cause l'ordre établi étatique, mais l'ordre établi aussi au sein de la communauté, puisqu'il y a des hiérarchies dans les communautés. On rejoint les groupes par esprit de vengeance, parce que son frère, parce que son père a été tué par l'armée ou par un groupe armés non djihadistes, donc on rejoint l'ennemi pour se venger. Et puis il y a aussi tout un tas de personnes qui rejoignent ces groupes un peu par hasard. Moi, j'ai rencontré des jeunes, il y en avait un, il voulait rejoindre l'Europe. On lui a dit, viens, tu vas gagner un peu d'argent avec nous et puis tu pourras rejoindre l'Europe. Il s'est retrouvé embrigadé dans les groupes djihadistes. Un autre à qui on a dit, si tu nous rejoins, tu pourras aller faire des études religieuses en Égypte. Ça l'intéressait et il s'est retrouvé dans les groupes djihadistes. Donc en fait, on a des individus qu'on ne peut pas qualifier de terroristes. On a des insurgés, plus ou moins conscients du combat qu'ils mènent. Et quelque part, finalement, on sent bien que la guerre a sa propre logique qui alimente la conflictualité. C'est-à-dire que, quelque part, puisqu'il y a déjà le cadre des différents groupes armés, les destins se forgent dans ce cadre-là, qui est un cadre guerrier. Et en fait, le fait qu'il y a la guerre, ça nourrit
la dynamique guerrière. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, en fait, on est dans des zones en fait, où l'État est inexistant aujourd'hui. La seule présence étatique, c'est l'armée, qui elle-même commet des violences contre des civils. Donc, quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de force de police pour assurer la sécurité, il faut assurer sa propre sécurité. C'est pour ça qu'on peut rejoindre un groupe djihadiste. C'est pour ça aussi qu'on a vu la prolifération, notamment dans le centre du Mali, mais aussi au Burkina, de milices, de groupes d'autodéfense qui sont là, en fait, pour protéger leur communauté contre les groupes armés qui mènent une lutte politique, mais aussi contre les bandits, parce qu'il ne faut pas oublier que le banditisme est très important dans ces zones où il y a des choses à voler, parce que ce sont des zones, notamment, où l'élevage est très important, et le bétail, c'est quelque chose qui a une certaine valeur dans cette région. Dans le chapitre « Le côté obscur de la force », tu évoques les bavures de l'armée française. On pense notamment au carnage de Bounty et à la prison secrète de Gao. Est-ce que ces bavures, ces faits qui pourraient être qualifiés après un jugement de crime de guerre, est-ce que c'est un tabou ? En France, oui, puisque quasiment jamais l'armée française ou les autorités françaises n'ont admis avoir commis des erreurs. Sur Bounty, c'est le cas emblématique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la plus grosse bavure. Je vais y revenir. C'est la plus grosse bavure. Janvier 2021, l'armée française bombarde les environs d'un village, le village de Bounty, dans le centre du Mali. Elles affirment qu'il s'agissait d'une réunion de djihadistes. Et c'est vrai, c'est une zone où les djihadistes sont très présents et ils contrôlent cette zone. Sauf que, très vite, il nous arrive l'information sur laquelle c'était une cérémonie de mariage. Les hommes étaient réunis, comme ça se passe dans cette région. Pendant que les femmes étaient réunies quelque part, elles faisaient la cuisine, les hommes se réunissaient pour discuter. Et tout cela, ça a été documenté par les journalistes d'abord, par des organisations des droits humains, et surtout par l'ONU, qui a établi un rapport et qui a établi le fait que sur les 22 victimes de Bounty, 19 étaient des civils et 3 étaient potentiellement, effectivement, des combattants djihadistes qui étaient venus participer à la cérémonie. Et la France soutient mordicus depuis qu'il s'agissait d'un groupe de djihadistes. Elle refuse d'admettre qu'elle a commis une erreur. Et c'est emblématique parce que finalement, la France a commis assez peu d'erreurs, il faut le reconnaître, durant cette guerre. D'erreurs d'aiguillage, on peut dire. Ouais, elle en a commis assez peu. Moi, j'ai essayé de toutes les documenter. C'est de l'ordre de moins d'une dizaine. C'est très peu dans une guerre comme ça. Et la France pourrait s'enorgueillir de n'en avoir commis que très peu. Au contraire, elle dit « nous n'en avons commis aucune ». Elle ne reconnaît jamais ses fautes, comme si une guerre pouvait être propre. Qui peut croire à une guerre propre ? Impossible, personne. Donc, moi, c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant. Il ne s'agit pas de dire que l'armée française a commis des massacres extraordinaires, de même de la comparer à ce qu'a pu faire les États-Unis, à ce qu'ont pu faire les États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Non, mais il s'agit de dire il faut quand même que nous, Français, sachions qu'est-ce qui est entrepris, quelles sont les méthodes utilisées et quelles sont les fautes commises en notre nom sur ces théâtres d'intervention. Peut-être qu'elle ne reconnaît rien parce que le seul fait d'imaginer d'avoir un débat national sur les engagements militaires extérieurs lui est inacceptable. Effectivement, donc il y a ce carnage de Bounty, mais aussi la prison secrète de Gao. C'est quoi ? Alors, moi, je ne le révèle pas dans le livre. Je tiens à rendre à César ce qui est à César. C'est Pierre Alonso qui a révélé l'existence de cette prison dans le journal Libération en 2021. J'y travaillais à cette époque. C'est pas facile d'avoir des informations parce que effectivement, c'est une prison secrète. De quoi il s'agit ? L'armée française dispose d'un grand camp militaire à Gao depuis le début de l'opération Serval. Et dans ce camp, elle dispose d'un centre de détention que je qualifie de secret, qu'on pourrait qualifier de clandestin, même s'il est finalement connu des autorités maliennes. C'est-à-dire que lorsque la France entre en guerre en 2013, elle signe ce qu'on appelle un SOFA, donc un accord avec les autorités maliennes, qui permet notamment aux soldats français de ne pas être jugés en cas de problème au Mali, et qui lui donne aussi, c'est inscrit dans cet accord, qui lui donne la possibilité de détenir des suspects pendant un certain temps. Un temps limité, clairement ? Oui et non. C'est-à-dire que normalement, il est limité à 96 heures, mais il est reconductible ad vitam aeternam, en fait, donc sans limite. Donc,
Et c'est problématique. C'est problématique. Ce qui est problématique aussi, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur ce lieu de détention. C'est pour ça que c'est un lieu finalement clandestin, parce que hormis les autorités maliennes et les autorités françaises, personne n'a accès à ce lieu, ni les organisations de défense des droits humains, ni même la division des droits de l'homme de l'ONU. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'elle-même s'en est plainte régulièrement. Elle voulait avoir accès pour savoir comment ça se passait. Donc en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. J'ai essayé de recueillir des témoignages de personnes qui ont été détenues. Il faut dire ce qui est. Aucune ne m'a parlé d'actes pouvant ressembler à des actes de torture. Ils disent être relativement bien traités. Bon, il y a quand même des gens qui sont restés plusieurs mois. Hein. Donc, c'est quand même problématique. Et il y a eu des méthodes qui sont limites, des interrogatoires un peu poussés, des interrogatoires la nuit, où on empêche de dormir. Mais c'est très rare, et franchement, encore une fois, on ne peut pas comparer à ce qui a été fait, notamment par les États-Unis en Irak. Là où réside un vrai problème, à mon sens, c'est qu'une fois que la France en a fini avec ses suspects, elle les remet aux autorités maliennes. Ça, c'est l'accord qui le stipule. Et dans l'accord, il est précisé que la France doit effectuer un suivi de ces détenus, voir ce qu'il advient d'eux. Et ce suivi n'est pas fait. Pendant des années, les détenus qui sont remis par la France aux autorités maliennes sont gardés dans une prison qui est elle aussi secrète, c'est la prison de la sécurité d'État, à laquelle personne n'a accès. Et ces gens ne voient ni leur famille, ni d'avocats, et ni même de magistrats. Ils croupissent en prison, littéralement. Et le seul moyen pour eux d'en sortir, c'est de soudoyer un juge. Mais certains y ont passé 2-3 années. Alors, tu fais un parallèle avec les États-Unis quand même, hein, parce que c'est toujours très délicat, ça ouvre tous les fantasmes, mais tu parles de la question des frappes signatures. C'est quoi ? Alors, les frappes signatures, c'est les États-Unis, effectivement, qui ont développé ça dans leur guerre contre le terrorisme depuis une vingtaine d'années. Il s'agit, en fait, de frappes qui ne sont pas basées sur l'assurance qu'on a cette personne-là, dont on sait qu'elle est un ennemi et qu'on peut cibler et tuer en tant qu'ennemi, mais elle est basée sur l'observation de comportements de groupes, ou d'un individu ou de groupes d'individus qui paraissent suspects, qui peuvent s'apparenter à des comportements de groupes armés ennemis. Et les États-Unis ont mené énormément de frappes signatures, notamment grâce aux drones armés, qui permettent de survoler longtemps une zone et qui permettent justement l'observation de ces hommes. Et donc, les États-Unis ont mené énormément de frappes signatures et ont tué énormément de civils dans le cadre de ces frappes signatures, parce qu'évidemment, l'étude de comportement, elle n'est pas parfaite. Et la France a commencé... Alors, je pose la question, et je ne suis pas le seul à la poser, puisqu'un certain nombre de chercheurs ont posé la question, est-ce que, à partir de 2020-2021, la France n'a-t-elle pas commencé à mener des frappes signatures ? Alors, sur Bounty, on peut se poser la question. Et puis, quelques semaines après Bounty, il y a le cas de Talatay, qui se trouve dans l'est du Mali, où là, il y a une frappe qui est menée contre un groupe de jeunes qui, selon leurs proches, sont partis à la chasse. Ils sont armés, évidemment, ils se déplacent en moto comme les djihadistes, et on les frappe. Mais ces jeunes, a priori, d'après les témoins, d'après leur famille, n'appartenaient pas à des groupes djihadistes. Et il semble qu'à un moment donné, il y a eu potentiellement cette dérive, et d'ailleurs, c'est intéressant. Dans Le Monde, quelques mois plus tard, le général Lecointre, le chef d'état-major des armées, admettait qu'après la frappe de Bounty et cette frappe de Talatay, ils avaient revu leurs critères en ce qui concerne ce genre de frappe. Il semble qu'à un moment donné, voilà, ils ont été tentés de mener ces frappes. Déjà, le fait d'éliminer des personnes sur la base de suspicion d'ordre général, c'est très problématique. Parce qu'après tout, donner la mort à quelqu'un, a priori, dans l'état de droit, ça doit être à la suite d'un procès. On peut imaginer qu'ils n'ont pas les moyens de se saisir de ces personnes qu'ils soupçonnent d'être des djihadistes pour les faire juger par un tribunal national ou international. Mais éliminer des personnes de cette manière, ça ne peut pas être anodin. Et de fait, c'est ce qui a été fait, et là, qui a été complètement reconnu par les autorités françaises, les militaires l'admettent, ils pratiquent, alors ils n'emploient pas ce terme, mais c'est ça en réalité, ils pratiquent des assassinats ciblés. Alors là, c'est pas pareil que les frappes signatures, puisque c'est pas sur la base de comportement, on sait quelle est la personne qu'on cible, on sait que c'est un chef. Il n'empêche qu'on va le tuer, alors
soit par un bombardement aérien, soit par une intervention au sol. Le but, c'est de le tuer. Et j'en parle dans le livre notamment, il y a une kill list qui a été élaborée dès le début de l'opération Serval, c'est-à-dire une liste de personnes à cibler, à tuer. C'était les chefs des groupes djihadistes. Et de fait, un certain nombre d'entre eux ont été tués. L'erreur, à mon avis, de la France, au-delà de la question morale que ça pose, même juridique, au-delà de ces questions-là, la question, le grand argument des responsables français, c'est de dire que c'est efficace, que ça fragilise les groupes armés. L'histoire de ces 10 dernières années démontre que ça ne les fragilise absolument pas, qu'il y a des ressources humaines dans ces groupes qui permettent de remplacer les chefs et que parfois même ça aboutit à un effet inverse, puisque les chefs qui prennent la succession sont parfois plus radicaux que les précédents. Alors une des erreurs que beaucoup ont identifiées a posteriori, c'est le fait d'avoir prolongé et même renforcé la présence militaire française après le succès de l'opération Serval, c'est-à-dire la première étape de cette opération qui a permis de bloquer les djihadistes. Bref, d'avoir créé la tentaculaire opération Barkhane. Et tu l'expliques par une forme d'ivresse de la victoire, mais aussi par de prise de pouvoir des militaires français sur la politique africaine. Oui, au moment de l'opération Serval, en fait, très rapidement, le ministère des Armées, de la Défense à l'époque, qui est dirigé par Jean-Yves Le Drian, prend le lead sur la politique de la France dans cette région-là. Il le prend d'une manière un peu naturelle, pour plusieurs raisons, parce que Laurent Fabius, qui est alors le ministre des Affaires étrangères, se contrefout de l'Afrique, il a d'autres intérêts, parce que comme on a une intervention militaire d'envergure, plus de 5000 hommes qui sont sur le terrain, naturellement l'armée a son mot à dire sur tout ce qui se passe, et en fait, au fil des ans, oui, le ministère de la Défense a pris le lead sur le ministère des Affaires étrangères, et les militaires sont devenus beaucoup plus influents que les diplomates sur la stratégie, y compris diplomatique, que l'on allait employer. Et c'est assez cocasse. Ils ont joué un rôle important dans le prolongement, enfin dans la transformation de l'opération Serval en opération Barkhane, en août 2014. Ils ont joué un rôle important et c'est assez remarquable de constater aujourd'hui que lorsqu'on en discute en off avec pas mal d'officiers, ils admettent que ça a été une grave erreur que de poursuivre l'opération Serval. Alors, je voulais qu'on évoque également les tests d'armes, quelque part. Les militaires sont très contents que cette guerre, ce terrain de guerre permette de tester de nouvelles armes. Oui, c'est l'image du bac à sable qui est souvent ressortie et qui n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait des décennies en fait, que le continent africain est considéré par l'armée française comme un théâtre où l'on peut s'entraîner, se former, tester des armes. En l'occurrence, il y a un cas qui illustre cela, c'est les drones. Avant le déclenchement de l'opération Serval, la France n'a pas de drone. Elle n'a pas de drone parce qu'il y a des conflits internes au sein de l'armée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce que le complexe industriel européen n'arrive pas à construire des drones et on préférait avoir des drones européens qu'américains. Et puis avec l'urgence de la guerre au Mali, on va commander des drones aux États-Unis, donc tout s'accélère. Et même ce qui s'accélère, au final, c'est l'armement des drones. On avait dit que ça prendrait des années, qu'il faudrait qu'il y ait des débats. Il n'y a jamais eu de débat sur cet armement parce qu'on estimait en haut lieu qu'il fallait que les drones soient armés dans cette guerre-là. Donc ça illustre que ça peut faire accélérer des choses, ça peut aussi donner plus de moyens. C'est ce dont je parle aussi dans un chapitre, c'est que les militaires y ont quand même vu un intérêt à cette guerre, évidemment. Leur budget était en baisse depuis des années, et avec l'opération Serval, ils ont retrouvé du poids au niveau des politiques et du coup leur budget est redevenu en hausse. On l'a vu ces dernières années, l'armée voit son budget monter quand quasiment tous les autres ministères voient leur budget baisser. Avec la guerre en Ukraine, ça pourra encore augmenter. Et les entreprises du complexe militaro-industriel, est-ce que, quelque part, ça leur a profité, cette opération Barkhane, ou bien à la marge, parce que finalement, ce ne sont pas des armes très sophistiquées qu'on utilise. Les armes sur le terrain sont sophistiquées, mais ce n'est pas quelque chose alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ce complexe-là. Je ne saurais dire si elles en ont directement bénéficié. Et ce que je constate, c'est que ces dernières années, alors on a beaucoup parlé de Le Drian en super VRP des avions du groupe d'assaut. Bon, mais c'est quand même durant cette période qu'ils ont réussi à vendre leurs avions. Alors qu'avant, ils n'y arrivaient pas. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Moi, je suis incapable de le dire.
Alors, je voudrais qu'on évoque le fameux sentiment anti-français qui montrait en Afrique. Est-ce que la proximité aveugle des pouvoirs français investis dans Barkhane avec certains chefs d'État des pays concernés, est-ce que cette proximité n'a pas précipité le discrédit ? Si, elle a contribué à la dégradation de l'image française et dans des mesures très importantes. Je vais prendre un exemple qui a marqué quand même beaucoup les esprits, 2 exemples même. Lorsque Blaise Compaoré est chassé par une insurrection populaire au Burkina Faso en 2014, Blaise Compaoré qui est au pouvoir depuis 27 ans, c'est l'armée française qui lui vient en aide. Il fuit le pays et il se trouve que la dernière ville avant la frontière avec le Ghana, il sait qu'il y a des gens qui l'attendent. Qui vont l'empêcher de passer. Il appelle au secours l'armée française qui lui envoie un hélicoptère pour qu'il puisse fuir le pays. Ça, c'est resté... Et Blaise Compaoré, c'est très symbolique, parce que c'est le tombeur de Thomas Sankara. Et c'est très symbolique parce qu'il y a eu des affaires judiciaires, il y a eu des procès et qu'il a échappé à la justice, notamment dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et de Norbert Zongo aussi. Et de Norbert Zongo, plus son frère. C'est son frère qui est concerné par l'affaire Zongo. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, qui est plus récent, c'est lorsque Idriss Déby est tué au Tchad dans le cadre de conflits entre l'armée et un groupe armé qui n'a rien à voir avec les djihadistes. Son fils prend le pouvoir à l'issue d'un coup d'État constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale aurait dû prendre le pouvoir et c'est donc le fils de Déby qui est un général qui prend le pouvoir. Et immédiatement, la France avalise ce coup d'État et Emmanuel Macron se rend à N'Djamena pour assister aux obsèques d'Idriss Déby et pour, quelque part, valider la prise du pouvoir de son fils. Et ça, c'est resté en travers de la gorge de nombre d'Africains et ça a réveillé, et finalement, on parle de sentiments anti-français, c'est quand même le fruit d'une longue histoire de décolonisation mal gérée, de France-Afrique, et qui fait qu'aujourd'hui, tout ressort en fait. Alors juste pour finir sur ce point, contrairement à ce que voudraient faire penser les autorités françaises, la propagande russe, qui joue quand même sur ça, n'est pas la seule responsable de cette évolution. Et de toute façon, cette évolution était bien enclenchée avant que les Russes s'intéressent vraiment directement au continent africain. On a complètement oublié les manifestations anti-françaises, disons anti-présence militaire française monstre d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était les plus grosses manifestations de l'histoire de l'Afrique indépendante et il n'y avait pas les Russes dans cette affaire. Alors d'ailleurs, le chapitre 12 de ton livre, c'est une question. Ils sont là pour combattre les djihadistes ou pour sauver les despotes? Une grande question. Est-ce que les carottes sont cuites finalement pour la France dans cette région du monde? Faut-il partir tout simplement, au risque, diront certains, qui s'en indigneraient, de laisser gagner les Russes? Alors moi, j'ai pas la réponse à cette question. C'est pas de mon domaine de compétence. Par contre, ce que je sais, c'est que cette colère contre la politique française en Afrique est quand même très forte. Elle n'est pas généralisée et il est impossible de savoir combien de personnes la partagent en fait. Mais elle est très forte. Il est peut-être temps, c'est peut-être l'occasion pour la France de se questionner en fait sur son rapport avec ses anciennes colonies, sur ce qu'on appelle son précaré, et sur, là on est en plein là-dedans, sur sa présence militaire dans son ancien précaré. Parce que c'est l'une des choses que les gens n'acceptent plus en fait, c'est qu'il y ait des bases militaires étrangères, françaises notamment, sur leur territoire, c'est qu'il y ait des soldats qui jouissent d'une certaine étrangers qui jouissent d'une certaine impunité sur leur territoire et qui puissent mener des opérations. Alors certes, l'opération Serval avait été saluée par une majorité de Maliens, mais dans le cadre de cette guerre-là, on a effectivement sauvé Idriss Déby à plusieurs reprises qui était menacé par des rébellions. On a sauvé Blaise Compaoré et tout ça fait que aujourd'hui, il me semble que c'est le moment en France de débattre sur est-ce qu'il ne serait pas temps de se faire le plus discret possible dans cette zone? Et de s'intéresser peut-être aux guerres en Afrique, comme le disait Omar Sy à son en commettant, il paraît, un acte de grand sacrilège. Alors, merci à toi d'être venu sur notre plateau pour évoquer toutes ces questions. Rémi Carayol, je rappelle que tu es l'auteur de ce livre, Le Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après. Merci et on espère que le livre va recevoir le succès qu'il mérite.
On espère, et en tout cas on espère que ça ouvrira un peu un débat sur les guerres que mène la France à l'étranger. Merci Rémi.